Salut à tous et bienvenue sur IGTV, on se retrouve pour la 4e vidéo consacrée au fleuve de Vigilus, donc avec la 2e partie de Vigilus en flammes. Alors je sais pas encore si j'en ferai une 3e parce que à la fin de celle-ci, vous allez avoir le fin mot de l'histoire et la fin de la campagne Vigilus. Donc du coup, je sais pas si ça va valoir le coup, et surtout je sais pas si je vais trouver le temps de lire la suite parce que j'ai pas mal de projets là actuellement et pas mal de bouquins à lire. Plus je travaille encore sur ma vidéo de Star Wars Légion, etc. Donc je sais pas si je vais avoir la motivation de continuer là-dessus, sachant que le fleuve a pas beaucoup avancé, mais ça va être simplement des précisions après sur les forces de Vigilus, et comme je vous dis, à la fin de cette vidéo-là, vous aurez le fin mot de l'histoire, vous saurez qui survit, qui meurt, qui l'emporte dans cette bataille, et je pense qu'il faut que vous remerciez, Poyo. Poyo, vous savez, c'est celui qui m'a fait la musique que vous allez entendre juste après une fois que j'aurai terminé, parce que c'est lui qui m'a vraiment motivé à sortir cette vidéo, parce que j'ai tellement de choses à faire que c'est vrai que du coup je me noie un petit peu. Donc voilà, il m'a dit vas-y fais le fluff, moi j'attends le fluff avec impatience. Donc si vous avez cette vidéo, c'est grâce à lui. Donc pour le remercier, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, parce qu'il a aussi une chaîne YouTube donc consacrée à la musique, et puis il fait vraiment pas mal de choses, hein. Il essaie de se diversifier, et puis c'est pas facile de toucher des gens, donc n'hésitez pas à aller le voir, mettez un petit like, faites des petits partages, et puis abonnez-vous à sa chaîne, ça lui fera plaisir, et ça me fera plaisir aussi. Donc comme vous l'avez vu sur la petite image, on va être sur le gros duel, on va être sur le climax de Vigilus, à savoir vraiment le duel entre Abaddon et puis Marnus Calgar. Donc en attendant, avant qu'on y arrive, je vais vous détailler un petit peu toutes les pages comme à l'habitude. Alors déjà, on refait un petit peu le point. Alors si vous n'avez pas vu les premières vidéos, vraiment je vous encourage à aller la regarder. Je vous mets la petite affiche qui est là, le petit i là. Vous cliquez dessus et là vous avez donc les playlists avec le premier tome Vigilus qui est décomposé en deux parties, et puis là aussi la première partie de ce tome là, parce que là je vais pas vous résumer encore une fois, hein. Du coup allez voir les vidéos, et puis là on avance un petit peu plus. Alors là on est sur Morbid Révélation, donc on va parler de la ruche d'Ontoria. La ruche d'Ontoria, c'est celle qui a subi en fait l'assaut de la Death Guard et puis des forces en fait de Nurgle. Alors pas uniquement en fait la Death Guard, et c'est là que c'est intéressant. En fait, on a une faction qui s'appelle The Purge, et The Purge c'est une bande de renégats qui est assujettie à Nurgle, mais qui a une vision en fait du chaos qui est assez particulière. Il faut savoir que même au sein d'une même faction, en fait, d'une même allégeance, en fait, il y a plusieurs écoles, et eux en fait pensent que la vie pour qu'elle soit vraiment nettoyée du chaos, eh bien il faut en fait l'éradiquer quelle qu'elle soit, donc c'est-à-dire même les autres séides du chaos. Et bien sûr, c'est pas forcément une vision qui est partagée, et c'est même une vision qui est plutôt une branche minoritaire, on va dire, c'est des sortes d'extrémistes même au sein de la faction de Nurgle, et c'est vrai que les autres factions, elles, au contraire, voient la malédiction plus ou moins, ou la beauté du chaos et surtout de Nurgle dans l'explosion de vie qui peut résulter des moisissures, de la décomposition et de toute la création justement qui s'en vient. Et en fait, eux, leur but, c'est de transformer justement Vigilus en un Éden de Nurgle, c'est-à-dire un paradis pour les séides de Nurgle, donc c'est-à-dire beaucoup de putréfaction, beaucoup d'insectes, etc. Donc une vie qui prolifère. Alors que The Purge, eux, leur but, c'est au contraire d'annihiler et de cleaner en fait tout ça pour qu'il n'y ait vraiment plus aucune trace de vie, pour repartir après, pour tout rebooter en fait. Donc bien évidemment ça va mal se passer, et au sein de ces deux factions qui sont pourtant assujetties à Nurgle, en fait, ils vont se taper dessus pour savoir en fait qui a raison ou qui a tort, peu importe, mais en tout cas c'est vrai qu'ils vont rentrer en conflit. Et alors on sait pas exactement qui va gagner parce que c'est pas détaillé, mais on sait qu'en fait ils vont s'affronter les uns les autres, et ça c'est quelque chose qui est important, parce qu'il faut bien se rappeler que le chaos, c'est pas une entité comme l'Imperium où chacun va être uni et faire front commun, mais au contraire, on a vraiment des bandes qui des fois vont plus haïr en fait une autre bande du chaos que même l'Imperium. Donc ça c'est quelque chose qui nous remet un petit peu, et c'est bien de le revoir en tête. Voilà. Hop.
Alors, des xénos et des hommes, c'est parce que là, on fait le point entre les différentes races xénos. Alors, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que les orques vont attaquer, mais c'est vrai que les orques, depuis l'assaut du chaos, ils sont un petit peu plus en retrait, parce que déjà, ils ont perdu beaucoup des leurs, ils se sont retrouvés entre, on va dire, le marteau impérial, l'enclume du chaos, ou l'inverse, et c'est vrai que ils ont un petit peu pâti de ça, donc ils sont un petit peu moins forts, et puis leur grand boss, leur big boss Krulaka, lui, ayant été tué, et bien c'est toujours un petit peu la même chose, hein. Si on n'a pas un leader, même au sein des orques, pour justement les rassembler, et bien du coup c'est un petit peu moins efficace. Alors là, on fait le point un petit peu sur les différentes factions, et puis on va parler surtout, vous le voyez, en fait des Eldari. Donc les Eldari, ils sont présents sous deux factions, justement sur Vigilus. Donc on a les Drukhari, donc les Eldar noirs, qui eux sont juste là pour essayer de prendre des esclaves, créer la terreur, se repaître des âmes, etc. Et puis on a les Eldari de Seman, qui eux sont là par vengeance en fait. Ils ont envie de venger un des autarques, je crois, qui était, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais voilà, qui a été assassiné par le conseil de Vigilus, et ils sont là pour justement porter vengeance. Et dans cette partie, on va avoir le conseil de Vigilus qui cherche en fait à trouver une solution et peut-être une alliance. Donc bien évidemment, ils ne peuvent pas s'allier avec le chaos, hein. Ils ne peuvent pas non plus s'allier avec le culte de Genie Stealer, c'est pas possible parce que c'est des fanatiques, donc on peut pas du tout faire d'alliance ou discuter avec eux. Alors après, bien sûr, les orques, c'est déjà arrivé que certaines forces impériales louent les services en fait des orques, hein. Il y a des mercenaires orques qui existent, donc voilà. Par contre, après, ça reste vraiment très exceptionnel et c'est pas quelque chose qui peut être refait facilement, surtout dans ces conditions-là. Et après, il reste bien sûr comme dernière faction avec qui s'allier, et bien justement les Eldari. Et c'est ce que propose en fait Marnus Calgar, c'est d'essayer d'avoir recours en fait aux Eldar pour justement trouver en fait un allié contre le chaos. Parce qu'en fait, si une chose est sûre, c'est que les Eldari haïssent vraiment tout ce qui est incarnation du chaos. Et justement, Marnus Calgar a envie d'utiliser cet assentiment à son avantage, et puis il se dit qu'entre-temps, si justement les Eldari peuvent se battre contre le chaos, et bien ça fait du coup deux entités ennemies qui s'annihilent l'un l'autre, ça fait le boulot tout seul, quoi. Voilà. Alors le pacte pénombral, ça va être justement le nom de cette manœuvre, hein, de Marnus Calgar, qu'on voit ici derrière dans une illustration qui est, ma foi, fort sympathique. Donc voilà, dans son armure Héraclès avec ses gantelets d'ultramar. Donc voilà, ça c'est une image que j'aime bien. Alors, le pacte pénombral, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le plan de Marnus Calgar pour réussir à s'associer en fait aux Eldari dans un but commun, à savoir lutter contre le chaos. Donc pour ce faire, eh bien, il vient simplement en fait négocier avec les Eldari. Donc au début, évidemment, ça se passe pas très bien parce que on peut pas simplement arriver en disant hey, j'ai envie de négocier avec un grand drapeau blanc. Donc il va en fait sur le front et il essaye justement d'isoler une des factions. Donc là on imagine qu'il avait repéré déjà où étaient les autarques, etc. Et puis il demande justement un cessez-le-feu et il demande à discuter. Et de fil en aiguille, il y a une joute verbale entre alors je sais pas comment il s'appelle, je vais vous le retrouver. Voilà, Keltok. Keltok, c'est celui qui dirige la Fort d'Eldari. En fait, du coup, il y a une joute verbale où ils discutent en fait ensemble et ils finissent par arriver à un accord. Donc cet accord, voilà, c'est le pacte pénombral. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il n'y a aucune trace de cette discussion, parce que Roboute Guilliman, lui, le primarque, a ordonné qu'il y ait toujours en fait des historiens qui soient avec les ultramarines pour essayer justement de retracer en fait toute l'histoire de l'Imperium, parce que alors là je vais pas vous en parler, mais pour même faire une petite vidéo dessus, mais on voit en fait dans les bouquins, allez je suis lancé, on y va, que du coup en fait le but de Roboute Guilliman, c'est d'essayer d'avoir une vraie version de l'histoire, parce qu'il s'est aperçu que tout au long de son sommeil, en stase, et bien du coup, il n'y a pas vraiment d'histoire, parce que dès qu'il y a quelque chose de mauvais, c'est effacer des archives, quand quelque chose est bon, c'est exacerbé, donc du coup, pour lui, c'est très difficile de retracer ce qui s'est passé, en fait, pendant toute l'époque, justement, où il était en stase, et donc, pour éviter ça, il a créé une confrérie, en fait, d'historiens qui se doivent, en fait, de reporter le plus exactement possible toutes les actions de l'Imperium pour que l'histoire soit fidèlement notée, voilà. Et bien, malgré tout, donc Marnus Calgar en fait efface toutes les traces de sa discussion avec les Eldari, et il n'y a que sa garde Victrice qui sait un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'il était là pour
pour le protéger pendant qu'il est en train de discuter. Donc il n'y a qu'eux qui ont les informations sur ce qui a été négocié entre Magnus Calgar et puis Keltok. Mais bien sûr, ils ont juré de ne jamais rien révéler. Et puis comme les archives ont été effacées, on se doute que c'est pas du coup tout rose. Voilà. Par contre, on vous dit qu'on ne sait que 3 choses. C'est que suite à cela, du coup, un groupe d'Eldari a raccompagné Magnus Calgar jusqu'au siège en fait du palais du gouverneur, et que des gardes Victry se sont posés devant les portes pour empêcher quiconque de rentrer, et qu'au final, on n'a jamais plus entendu parler de Lucienne, Agamemnus, donc la grande dirigeante de la planète, et le proctor commandeur Vénédar. Donc, bien sûr, vengeance, vendetta, Seaman a réussi sa mission grâce à Magnus Calgar, mais en échange de quoi, maintenant, eh bien, il y aura une coopération entre les Eldari et puis Magnus Calgar. Et le plan, justement, c'est d'utiliser un des vaisseaux Eldar, donc le Volghost, qui est un vaisseau fantôme indétectable, qui, justement, harcelait depuis des années, en fait, les routes commerciales de l'Imperium. Eh bien, le plan de Magnus Calgar, c'est d'utiliser ce vaisseau indétectable pour le remplir en fait d'ogives pour s'attaquer au Vengeful Spirit. Et oui, le Vengeful Spirit, pourquoi ? Parce que c'est la proie, en fait, c'est le plan de Magnus Calgar. Il sait que Abaddon n'a aucune considération en fait pour ses hommes. Par contre, il attache vraiment une très grande importance à son vaisseau amiral, qui était aussi évidemment le vaisseau de Russe. Et comme c'est une pièce majeure en fait sur l'échiquier de ses plans, eh bien il a envie justement d'y porter un coup fatal en attaquant directement le Vengeful Spirit. Alors, où est-ce qu'il va trouver en fait ces ogives ? Eh bien, tout simplement, donc c'est la cargaison fatale. On a le seigneur Deinos qui était un collectionneur en fait de pièces militaires, et il avait dans sa collection 6 ogives Death Strike, dont 2 avec des têtes vortex. Donc en fait les missiles Death Strike, hein, vous savez, c'est ce qui est porté en fait par des châssis un peu de chimère, et c'est des sortes de missiles intercontinentaux avec des têtes méga nucléaires de la mort qui tuent tout. Et ceux qui sont vortex, c'est encore pire parce qu'ils créent une distorsion en fait dans la réalité et un trou justement vers le warp en fait. Et le plan de Calgar, c'est justement de farcir en fait le Volghost avec ces cargaisons-là. Alors là, on vous dit simplement qu'il va gentiment frapper à la porte de Lord Deinos pour lui demander s'il pouvait réquisitionner en fait ces 6 Death Strike, mais que Lord fait « Oh non, je préfère pas, c'est de la collection, de toute façon ils sont pas en état de marche, etc. » Et donc sur ce, Calgar en fait s'énerve, lui casse le bras et puis lui dit « Bon écoute, est-ce que je peux, s'il te plaît, avoir ces ogives ?» Et puis voilà, tout simplement, les engins rejoignent en fait les hangars. Et puis après, hop, on arrive ici, tactique de diversion. Ce qui est prévu en fait, c'est de charger en fait ces ogives pour les emmener justement au vaisseau. Alors, comment on va faire ? Déjà, première chose, on va utiliser les nouveaux alliés, à savoir les forces de Seaman, pour essayer de créer justement un conflit entre les orques et le chaos. Alors l'idée c'est quoi ? Tout simplement, c'est de se balader avec tout ce qui est anti-grav et qui va très vite, pour attirer en fait la speedwag. Pourquoi ? Parce que les orques, évidemment, eux, ils adorent la vitesse, hein, et quand ils peuvent justement se mesurer au Wide Rider de Seaman, et bien du coup pour eux c'est l'élite hein, de la vitesse, donc bien sûr qu'ils vont pas refuser cette chance-là. Donc ils s'affrontent, plus ou moins, sachant que bien sûr les Eldar sont supérieurs, donc ils font exprès de ralentir, etc. pour énerver les orques s'énervent, et du coup ils les pourchassent, et en fait, tout simplement, les forces de Seaman vont les emmener vers toutes les forces des Iron Warriors qui sont ici, et bien sûr, quand il y a les deux forces et que les Eldar sont au milieu, hop, ils utilisent en fait leur moteur antigrave, etc. Ils partent dans les nuages, dans les tempêtes, etc. Ils disparaissent, et du coup on se retrouve avec les orques envoyés contre le chaos. Et pendant ce temps-là, on a tout un tas de Valkyries qui décollent pour essayer d'aller en basse orbite, retrouver en fait le Volghost. Et en fait, ce qu'on nous apprend, c'est qu'on réquisitionne plus ou moins toutes les Valkyries. La plupart sont chargées à blanc, en fait, il n'y a un peu rien d'important. Par contre, 6 d'entre elles contiennent les ogives, et l'idée, c'est vraiment d'essayer, pendant que justement au sol, ça se fracasse entre les orques et le chaos, de réussir à faire passer le maximum de Valkyries, en espérant toutes, et que ça passe un petit peu inaperçu. Donc cette stratégie-là, elle est aussi relayée dans l'espace, hein, et en fait, les dernières forces
plus ou moins de l'Imperium, eh bien, vont essayer de faire un écran de fumée, donc en donnant tout ce qu'elles ont dans la bataille pour engager en fait les croiseurs du chaos, pour que les croiseurs du chaos s'occupent pas en fait des Valkyries qui sont en approche. Et cette technique, même si elle coûte très cher à l'Imperium, parce que quasiment tous les vaisseaux de l'Imperium sont perdus, hein, donc toutes les flottes, eh bien, on réussit malgré tout à charger en fait le Volgost avec les missiles Death Strike, et puis ensuite il se dirige vers le Vengeful Spirit. Voilà, la chute d'une légende, donc ça c'est un titre qui en dit long. Déjà quand vous voyez aussi cette illustration là, enfin cette photo là, voilà, là on est vraiment à ce qui va se passer dans cette partie là. Donc le plan de Marnus Calgar, c'est de servir justement d'appât à Abaddon. Donc en fait il se met dans une situation où on enlève en fait tous ses boucliers de protection, etc. Et puis il appelle tout simplement Abaddon, il le provoque en duel en disant viens te battre et on va voir qui est le meilleur, et le meilleur sera le maître de Vigilus de façon incontestée. Bien sûr Abaddon lui répond à l'appel, hein, un petit peu à l'image des duels épiques hein, qu'on a pu voir, alors qu'il aurait pu bien évidemment utiliser le Vengeful Spirit pour bombarder la place de Marnus Calgar, mais non, bien sûr Abaddon se laisse appâter, et puis donc du coup on arrive dans le combat épique, donc bien sûr, donc grâce à son armure Héraclès, et puis au fait que maintenant Marnus Calgar soit aussi Primaris, eh bien il réussit à tenir tête un petit peu à Abaddon, ce qui est quand même, je sais pas si c'est si étonnant que ça au final, est-ce que ça tient la route ou pas, mais en tout cas il réussit à lui tenir tête, et s'énervant un petit peu, il réussit même à blesser en fait le maître de guerre. En fait ce qui se passe c'est que Abaddon lui envoie une salve de bolteurs, ou du fulgurant, ou de bolter jumelé, je sais plus, peu importe, hein, ça dépend de la dénomination, on s'en fiche, et bien du coup ça le déstabilise, et puis comme ils sont en train de marcher dans des escaliers ou des choses comme ça, pouf, le sol craque un petit peu, et puis ça permet à Abaddon d'utiliser la griffe Taurus pour sectionner un des gantelets d'Ultramar. Ce faisant, par chance, ça n'a pas coupé le bras de Marnus, et Marnus, du coup, lui met un uppercut en fait dans la mâchoire, uppercut de la mâchoire de Marnus, et ce qui brise la mâchoire d'Abaddon, oulala, donc ça doit faire mal, et ce faisant, il enchaîne avec un crochet du deuxième gantelet qui décolle Abaddon du sol. Abaddon passe en mode extrêmement vénère, et puis là, il attaque directement Marnus avec Dracnier. Donc Dracnier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une lame démon extrêmement puissante, ou Dracnienne, une lame démon capable de dévorer l'âme de ceux qu'elle blesse. Donc dès que vous avez une petite blessure, une petite coupure, l'âme est aspirée. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il abat de toutes ses forces Dracnier sur Marnus Calgar. Marnus Calgar part avec le dernier gantelet Ultramar. Malheureusement, Dracnier traverse en fait le gantelet, lui coupe 2 doigts au passage, donc c'est assez précis, et puis arrive sur la cuirasse en fait, le torse, et puis tout simplement perfore les 2 cœurs de Marnus Calgar, les 2 cœurs d'un coup. Donc voilà, fallait s'y attendre, c'est quand même la 3e fois que Marnus Calgar meurt dans Vigilus. Pour rappel, la première fois c'était dans le Rubicon Primaris, quand il se transforme justement, quand il est transformé en Primaris, donc il est mort pendant à peu près, je sais plus, je crois que c'est 20 minutes. La 2e fois, c'est quand même quand il se fait arracher la gorge, pas couper la gorge, mais arracher la gorge par un prince démon, mais bon, il réussit quand même à s'en sortir. Et la 3e fois, jamais 203, là cette fois-ci draconienne, donc la lame qui aspire l'âme des gens qu'elle blesse, transperçage des deux cœurs, pouf, Marnus gisant au sol, sans vie, c'est fini. Et juste à ce moment-là, comme dans tout bon film et dans toute bonne histoire, le Volt Ghost explose, en fait se projette contre la paroi du Vengeful Spirit et fait détonner dans une réaction en chaîne toutes ces ogives et les ogives Vortex qui détruit une bonne partie en fait du Vengeful Spirit. Donc bien évidemment, comme on est dans le chaos, ce qui se passe, c'est que le maître du Vengeful Spirit, en fait, le maître navigateur, le capitaine, alors je sais pas comment il s'appelle, prétexte en fait cette action-là pour essayer de faire directement une transition warp pour essayer de sauver le vaisseau. Ce qui se passe, c'est que alors dans le timing, hein, je sais pas exactement comment ça se passe, hein, mais bon, c'est très cinématographique.
Arkinward Clemmer du coup appelle Abaddon pour lui dire hey, le Vengeful Spirit est gravement endommagé, il risque d'être détruit à n'importe quel moment, il faut vraiment se téléporter maintenant pour être à son bord parce qu'il est déjà en train de faire une transition warp. Et donc du coup Abaddon sait que s'il ne se transfère pas directement instantanément, eh bien il va perdre en fait son vaisseau qui sera sans doute vampirisé par le capitaine. Enfin, c'est ça, hein, dans le chaos, du coup, on peut faire confiance à personne. Et de ce fait, bon, voyant que Marnus gît au sol inanimé, eh bien du coup, il laisse quelques possédés qu'il avait amenés avec lui et puis se téléporte directement sur le Vengeful Spirit. Et voilà. Donc voilà, donc c'est voilà où on en est, tout simplement. Voilà qui signe le départ de et Marnus et Abaddon. Donc sur des chemins un petit peu différents. Cieux déchus, alors qu'est-ce qui se passe? Donc on a et bien évidemment les possédés qui se ruent pour achever Marnus, et oui, achever. Et là, heureusement, grâce à Belisarius Cawl et sa transformation en Primaris, il a la fournaise de Cawl. La fournaise de Cawl, c'est des sortes d'organes hein, qui ont été rajoutés par rapport à un Space Marine classique, qui lui permettent d'injecter toute une série de stimulants. Et alors que ces deux cœurs sont inopérants, il réussit à se relever et à décapiter ou éjecter au loin le possédé qui était en train de l'attaquer, pour après retomber, et ainsi sa garde victrice arrive, et puis appelle in extremis le Stormraven gunship Hope's Blade, qui est spécialisé dans l'apothécarion, etc. Et on a deux apothicaires vétérans, bien sûr, qui courent vers Calgar et utilisent leur Nassarion pour lui injecter des élixirs stabilisants et des lotions guérisseuses de Vitae bénite. Oui, parce que sinon ça marcherait pas. Calgar se redresse, le visage ravagé par la douleur. Voilà. Bon, ok. Donc le mec s'est quand même fait trancher les deux cœurs par Dracnienne, l'épée qui aspire l'âme, rien qu'avec une blessure, mais heureusement, il s'en sort sans trop de séquelles, parce que, bien évidemment, les Midic le soignent, et puis il se relève, petite grimace, mais bon, ses cœurs sont déjà en train de se régénérer, pas de soucis. Vive les Primaris, vive le Rubicon Primaris, vive le fluff, voilà. Donc quand même, troisième mort de Marnus Calgar, troisième fois il se relève, bon, est-ce qu'il y a un moment, c'est pas un petit peu too much? Je ne sais pas, Dracnienne quand même, elle aspire les âmes de ceux qu'elle blesse, tu te coupes un ongle avec... ton armée aspirée dans le warp, là il y a quand même tes deux cœurs qui sont partis, je ne sais pas, est-ce que ça en fait pas un petit peu trop? Voilà, ça c'est le passage un petit peu que j'ai trouvé, vous l'aurez compris, parce que j'en fais des tonnes, mais ouais là c'est un petit peu gros quand même. Mais voilà qui met du coup fin à la présence d'Abaddon en fait, en tout cas sur Vigilus, et de ce fait, les bandes du chaos, bien évidemment, ayant perdu en fait leur leader, bon, sont complètement désorganisés, un petit peu à l'image hein, de ce qu'on avait retrouvé avec le palais de l'empereur, le siège du palais de l'empereur. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé un petit peu illogique. Là je fais un petit parallèle, c'est comme dans Star Wars. Dans Star Wars, il y a des milliers de commandeurs partout dans la galaxie. Vous perdez le chef et après c'est la fête partout, feu d'artifice sur toutes les planètes, tout le monde est libéré. Alors que techniquement ça a juste rien changé entre guillemets. Et là on retrouve un petit peu ce travers entre guillemets qui moi me paraît pas forcément très logique. Enfin, je me dis toujours qu'il y a toujours il y a toujours un bras droit qui va reprendre le relais, etc. Et qu'il y a toujours une chaîne de commandement. Et c'est pas parce que le chef a été vaincu que tout d'un coup, et ben voilà, tout le monde gagne. Voilà. Mais en tout cas, je pense que les auteurs, eux, ils ont vu Star Wars, hein, ils ont vu ce passage où Palpatine est tué et où, du coup, c'est la fête dans toute la galaxie. Voilà. Là, c'est à peu près le même système. Abaddon s'enfuit, du coup, la Black Legion part en cacahuète, toutes les forces du chaos partent en sucette, et puis voilà. Tout le monde s'enfuit, l'espèce marine en profite pour passer à l'attaque, etc. Voilà. Bon, je suis un petit peu moins, vous voyez, sur la fin, je suis un petit peu moins emballé parce qu'on nous resserre encore un petit peu de... C'est toujours la même chose, c'est grosse égalité, mais victoire de justesse de l'Imperium. Marnus Calgar a été mortellement blessé, mais en fait non, c'est bon, vous inquiétez pas, il se relève. Le Vengeful Spirit a été frappé par des missiles vortex. Ouh là là, mais attention, non mais vous inquiétez pas, il a quand même réussi à se translater. C'est toujours un petit peu ce côté, c'est pour ça que j'aime bien quand le fleuve vraiment avance, plutôt que quand on est tout le temps en mode attention c'est extrême, genre en mode cliffhanger de fin de saison, et puis après, non mais vous inquiétez pas en fait, enfin
Je trouve ça toujours un petit peu dommage. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de faire mourir en fait des personnages. Alors après, bien sûr, il y a tout le côté commercial derrière où ils ont envie de vendre du Marnus Calgar d'Armure Primaris, bien sûr. Mais c'est vrai que si on a juste le côté fluff, eh bien c'est sympa qu'il y ait des héros qui meurent. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans Trône de Fer. Et vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler, mais c'est vrai qu'il y a des personnages principaux qui meurent. Et du coup, ça fait avancer. Et je pense que c'est ça qui rend les choses importantes. Parce que là, franchement, la 3e fois qu'il meurt, vous étiez combien à penser qu'il allait vraiment mourir, hein? Combien ont cru, pourtant j'ai essayé de mettre les formes, combien ont cru que vraiment Marnus Calgar allait mourir avec ses 2 cœurs transpercés par Draknien? Enfin, si j'ai essayé de mettre les formes, donc peut-être que vous avez été pris par l'engouement, etc. Mais bon, franchement, on s'y attendait, quoi. Planète en flammes, donc voilà, vous avez les bandes du chaos qui sont dispersées, donc qui essaient de s'échapper. Malgré tout, Abaddon a quand même réussi à détruire des stocks de Noctilite, hein, vous savez, ce qui permet justement à la planète de créer en fait une sorte de, j'allais dire une faille dans le warp en fait, mais de justement diminuer en fait, hein, de créer le passage à travers les cicatrices Maledictum. Mais malgré tout, il s'avère que il y avait un petit peu de sombre roche qui avait été cachée et que de fait, même si les capacités de la planète sont diminuées, elles ne sont pas pour autant annihilées. Et voilà, donc du coup, au final, ça change pas grand-chose. Ils ont juste perdu le stock principal, mais malgré tout, ça change pas grand-chose parce que les petits stocks accessoires qu'il y avait autour, bah, ça suffit quand même à maintenir en fait le passage entre les 2 parties de la galaxie. Alors on va continuer un petit peu dans cette fin. Voilà l'épilogue. Donc même si Marnus Calgar quand même s'il a réussi à survivre, après on dit qu'il est toujours resté un petit peu en retrait des combats. Bon bah voilà, il a réussi à se régénérer, mais malgré tout, non, voilà, il était quand même un petit peu blessé, donc voilà, difficile à imaginer. Après, ce qui est assez intéressant, c'est cette partie-là. Parce que cette partie-là, ça vous dit qu'une fois qu'on a rétabli en fait un petit peu les couloirs astropathiques, donc c'est-à-dire les moyens de communication entre l'Imperium Nihilus et l'Imperium Sanctus, donc c'est-à-dire les 2 parties de la galaxie qui sont séparées, eh bien on vous apprend qu'il y a eu une grande bataille spatiale qui s'est déroulée et qu'au cours de cette grande bataille est apparu le Planet Killer. Planet Killer, pour ceux qui ne connaissent pas, là je vous mets une petite image, c'est le tueur de planètes, donc c'est un vaisseau, c'est le vaisseau qu'avait Abaddon pendant la guerre gothique, et c'est un vaisseau qui peut détruire tout simplement des planètes. Donc là on parle pas d'ogives cycloniques qui rase en fait, qui stérilise, mais là vraiment d'une destruction physique de la planète, voilà. Donc là on vous remet le Planet Killer, ça veut dire que sans doute on va en entendre parler un petit peu à nouveau, donc le Vengeful Spirit, on ne sait pas dans quelle mesure il a été vraiment dégradé, voilà, ça on reste dans l'expectative. Alors après, pour ceux qui se posent la question sur les orques, donc les orques, eux, bien sûr, ils se sont fait pas mal amocher. Par contre, eh bien, on ne sait pas comment, mais les rumeurs de grosses batailles sur Vigilus se sont propagées. Et donc, du coup, il y a beaucoup de WAG qui se sont formés pour rejoindre en fait ce grand carnage. Et même si les orques sont plus ou moins battus, eh bien, il y a quand même des petites poches qui résistent. Et puis, vous savez ce que c'est, hein, les orques, hein, dès qu'il reste le moindre spore, c'est pas fini. Et puis, il y aura bien sûr ces renforts inépuisables qui vont arriver. Donc, voilà, c'est pas fini sur Vigilus. Après, sur le culte Stealer, et bien, du coup, même s'il est gravement amoché, eh bien, ils sont quand même là. Et puis, on apprend que Grand-Père Wurm, vous savez, c'est celui qui s'est fait arracher les bras et que toute sa suite s'est fait décimer au laser à neutrons. On savait pas trop s'il avait survécu ou pas. Et bien, voilà, il a encore survécu. Donc, voilà, les vrais héros ne meurent jamais. Hein, on en est là. Et les anti-héros aussi, a priori. Donc voilà, le Grand-Père Wurm pourra revenir. Et vous voyez, on est sur une fin qui est très 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 ouverte, parce qu'au final, on verra après un petit peu tout à l'heure aussi, parce qu'après on va refaire le point, faction par faction, mais du coup, bon bah voilà, eux attendent dans l'espoir que les tyrannides justement arrivent pour les libérer. On a aussi les Eldari qui retournent chez eux sans avoir eu trop de pertes ni quoi que ce soit. Bon, après eux c'est vraiment accessoire, ils étaient là vraiment comme petite force d'appoint, donc c'est pas très grave. Les Drukhari eux continuent d'utiliser leur le portail, ça on va en reparler aussi un petit peu plus tard. Donc voilà, encore une fois, fin très ouverte, donc ce qui veut dire que vous pouvez quand même continuer à vous battre sur Vigilus, c'est comme si rien n'était au final, voilà. Donc la zone de guerre, au final, c'est juste la répartition telle que c'était dans la phase 1, donc c'est un résumé de ce qui s'était passé un petit peu avant, donc je vais passer parce que c'est pas très intéressant.
voilà. Et là maintenant, ce qu'on va voir, c'est ruche par ruche, ce qui s'est passé tout simplement. Alors la ruche d'Antoria, vous savez, c'est celle qui ressemblait un peu à un vaste bidonville. C'est celle qui a été choisie par les CI de Nurgle justement pour propager la Gellerpox. Vous savez, c'est la peste qui permet de fusionner et le démon et la machine et l'humain, donc bien sûr du côté démoniaque. Et bien on vous apprend que cette cité est plus ou moins, enfin est perdue en fait pour l'Imperium, est remplie d'abominations de Nurgle, et que cette zone a été mise en quarantaine en fait par tout ce qui est force de Space Marine, enfin force de l'Imperium, et puis que là l'Imperium décide que tout simplement les Space Marines ne peuvent pas se cantonner à une activité de garnison, et donc du coup il laisse en fait la garde impériale, tout simplement l'Astra Militarum. Tiens, c'est vrai que là ils utilisent, parce qu'en fait je vous dis la garde impériale, puis je me dis ah non maintenant il faut dire Astra Militarum, mais en fait là ils utilisent quand même la garde impériale comme terme, donc voilà. On retrouve ouais, l'Astra Militarum, puissance de feu de la garde impériale. Alors peut-être que, bon, peu importe, mais voilà, toujours est-il que, bien évidemment, la garde impériale, elle, son but, c'est d'écraser sous les obus, donc elle a bien sûr beaucoup de mal à lutter, donc cette zone est perdue pour l'Imperium, voilà, et pour Vigilus, bien évidemment. Ensuite, la ruche d'Irgden, donc cette ruche-là, par contre, c'est celle qui est aux mains de tout ce qui est culte Stealer. Donc cette ruche, elle a été aussi assaillie, je vous l'ai dit dans la première vidéo, par les forces du chaos, et alors que les forces du chaos... Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ça détaille un petit peu plus, alors je vais prendre le temps de vous le détailler un petit peu plus. Ce qui se passe, c'est que les forces du chaos, arrivant sur cette ruche-là, pensaient avoir une victoire assez facile, parce qu'elles pensaient tomber sur des pauvres airs de l'Imperium, voilà, des travailleurs, etc. Sauf qu'elles ne savaient pas que la ruche appartenait en fait au culte Stealer, dorénavant, et bien en fait, tout ce qui était tactique assez classique ne marchait pas, parce que les cultistes étaient insensibles plus ou moins à la peur, et puis surtout ils se sacrifiaient volontiers pour sauver tout ce qui était patriarche, etc. Et donc du coup, ben, le chaos n'arrivait pas justement à décapiter en fait les leaders de l'infestation, enfin du culte Stealer. Et même après il y a un passage qui est assez sympathique. Les renégats qui attaquent cette ruche là, voilà, les Scourge ont une capacité un petit peu à prédire plus ou moins l'avenir. Et en fait ce qui est assez intéressant, c'est que ils se rendent compte justement de la grande tragédie en fait du culte Stealer, c'est que dans le futur, bien évidemment, la croyance que les tyrannides vont venir pour les libérer est un petit peu corrompue, et que en fait la vérité, c'est qu'ils vont venir pour les dévorer. Et en fait, ce qu'ils décident, c'est simplement de retourner cette croyance contre le culte Stealer, et ils projettent en fait à tout le monde dans la ruche les visions justement des tyrannides qui arrivent pour sauver dans un premier temps le culte Stealer, donc en éradiquant le chaos, les orques, l'Imperium, et puis qu'au final, ils se retournent contre les derniers représentants du culte Stealer pour les assimiler eux aussi en fait. Et ils espèrent justement, du coup, les perdre un petit peu avec cette vision, et puis anéantir en fait tous leurs espoirs. Et ce qui se passe, c'est exactement le contraire. Les cultistes sont tellement fanatiques qu'en fait ils crient au mensonge, et en fait ça les galvanise, et de fait ils réussissent à unir leurs forces pour éradiquer quasiment toutes les forces des Scourge. Et voilà, donc du coup le petit stratagème s'est retourné contre eux, ça ils l'avaient pas vu venir pour le coup. Et puis voilà, donc du coup ruche d'Irgden, encore une victoire du culte Stealer, et cette ruche est vraiment 100% culte Stealer. Alors, Megaborealis, c'est le continent du culte Mechanicus, donc c'est aussi l'endroit où il y avait des grands puits de forage pour aller essayer de trouver la Noctilite, qui était en fait enfouie sous les strates de Vigilus. Ce qu'il y avait aussi, c'est que l'Imperium a dit bon, on peut pas défendre en fait cette zone-là, donc du coup il faut essayer cette zone est perdue, donc il faut essayer d'évacuer, mais bien sûr le culte Mechanicus, eux, ne voulaient absolument pas lâcher cette zone-là, hein, justement à cause de la Noctilite, et puis du coup ils sont restés, malgré tout, ils ont réussi à la défendre contre tous les incidents. Voilà. Alors le treuil de l'Omnimessie, ça vous vous rappelez, il a été détruit. Donc on va revenir un petit peu à chaque fois. Là vous avez un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé en fait sur cette zone-là. Donc dans un premier temps, bien sûr, il était aux mains des Skitarii. Après, le culte Stealer en a pris possession en remontant par l'intérieur. Et puis après, le culte Mechanicus a repris l'ascendant, a éradiqué les forces du culte qui étaient à l'intérieur. Et puis au final, quand
le canon singularité s'est déclenché, celui de la forteresse des Fallen, et bien du coup ça a détruit l'ascenseur orbital, et puis ça a permis aussi au chaos d'attaquer en fait ces zones-là. Malgré tout, ça n'a pas été détruit parce que ils ont préféré en fait, au lieu de détruire tout simplement avec des attaques classiques de croiseurs, etc., ils ont préféré en fait directement venir à l'intérieur pour éradiquer toute vie en fait, tout simplement pour faire un petit peu plus de massacre. Et en fait, c'est là où ils se sont aperçus qu'il restait en fait encore des cultes stealers, et autant contre l'Imperium et les Skitarii c'était assez facile, autant après contre des Genie Stealers dans des espaces confinés, du coup c'est le chaos qui s'est retrouvé mal à son aise et qui du coup a été vaincu à l'intérieur. Voilà. Donc au final, l'ascenseur est détruit, et puis c'est un drame pour toute la population de Vigilus, parce que justement c'était le treuil qui permettait d'acheminer en fait de l'eau à la surface de la planète. Donc c'est un drame pour tout le monde, sauf bien sûr les manias qui vendaient l'eau à des prix prohibitifs. Donc voilà, comme quoi il y a toujours moyen de tirer sa petite épingle du jeu. Alors ensuite, le Mortwald. Donc dans ces zones-là, vous vous rappelez, c'est là qu'il y avait des traitements de régénération cellulaire pour prolonger en fait la vie des honnêtes voyageurs qui venaient simplement payer ses bienfaits. Et bien cette zone-là a été attaquée en fait par la Black Legion et d'autres forces du chaos. Et puis il y a eu beaucoup de combats, mais alors que là c'est un petit peu pas très clair. Dans le Mortwald, finalement, ce qui se passe, c'est que tout simplement, toutes les rues sont baignées de sang, mais finalement la Black Legion est plus ou moins partie. Il reste en fait les Imperial Fist et les Necropolis Hawk, mais ils arrivent dans des rues où il y a quasiment plus personne. Donc voilà, on peut dire que la ruche reste encore sous le contrôle de l'Imperium, mais que malgré tout, il y a à peu près plus personne à protéger. Voilà. Ensuite, le Storval. Donc le Storval, c'est cette zone qui permettait de fournir en énergie quasiment toute la planète. Et bien, je vous avais dit que dans cette zone-là, comme il y avait beaucoup de cultes du feu qui s'étaient en fait créés, et bien simplement Tzeentch a utilisé en fait toutes ces croyances pour se renforcer, et il y a eu un portail qui a été invoqué en fait sur une des zones en fait, sur un des volcans. Et puis bien toutes les forces de Tzeentch sont venues dans l'espace matériel, ont pris quasiment possession de Storval. Par contre, le grand fabricateur qui était à la tête justement de cette section-là a décidé d'utiliser en fait les machines sismiques qui étaient là pour réguler en fait le flux des volcans, et pour créer en fait des failles et au contraire accentuer en fait le rythme volcanique, ce qui a finalement réduit à néant toute la machinerie, parce qu'en fait en gros il a créé des éruptions géantes, et puis les serviteurs du chaos ont été détruits, le portail a été noyé, et puis ainsi que toute l'infrastructure. Donc la ruche, si on peut le dire la ruche, toute cette zone industrielle est détruite, mais sauvée du chaos. Voilà. Donc vous voyez, ça se passe à peu près bien nulle part. Il n'y a aucune cité qui s'en sort vraiment bien. La ruche Otek, maintenant, c'est celle qui avait en fait plusieurs bassins d'eau, donc qui était la ruche qui alimentait, on va dire un petit peu le réservoir en eau potable. Et bien, cette ruche en fait a beaucoup souffert quand il y a eu la singularité qui a été créée, parce que la plupart en fait de l'eau en fait, pas s'évaporait, mais était attirée par le puits gravitationnel, et ainsi que les habitants. Donc c'est une zone qui a été plus durement touchée en fait que les autres par justement cette anomalie. Par contre, cette ruche était une des plus anciennes de la planète, et elle cachait en fait une banque de données. Et cette banque de données, le culte Mechanicus avait interdiction en fait de s'en approcher, parce que c'était une banque de données qui datait d'avant l'ère de l'Imperium, donc à l'époque où l'humanité, avant que ce soit l'Imperium et l'Empereur, etc., s'était lancé en fait dans les étoiles, et donc du coup, ça détenait en fait des secrets technologiques, etc. Et puis bien sûr, le Mechanicus a profité justement de ces temps de crise pour réussir à voler quelques informations, et c'est là qu'ils ont appris en fait plus ou moins quelques secrets en fait de la citadelle vigilante. Vous savez, c'est la citadelle des Fallen avec le canon à trou noir là. Et puis du coup ils ont transmis ces informations
au Dark Angel pour qu'il puisse être en mesure justement de débrancher le méga canon. Voilà, donc là je passe quand même assez vite sur tout ça parce qu'au final c'est un résumé et comme je vous ai déjà plus ou moins tout dit, voilà. Alors après ici on a quand même quelques petites informations, donc là le tourbillon vulien, ça parle justement de ce grand cyclone, cette tempête qui protégeait la citadelle Vigilus, qui était au son centre, hein. Et puis et bien simplement ce qui s'est passé c'est que les forces des Dark Angel, étant donné que cette tempête s'était calmée pour justement pouvoir tirer avec le canon, je sais plus comment il s'appelle, mais enfin le canon Apocalypse à trou noir, voilà, la griffe du vide, voilà, c'est comme ça que ça s'appelait. Et donc quand la griffe du vide a tiré, ça a détruit plus ou moins, enfin ça a empêché le gigantesque cyclone de protéger en fait la citadelle. Et donc les Dark Angel et les White Scars, on en profitait pour essayer d'aller au centre justement découvrir ce qui se passait. Et c'est là que les Dark Angel, dans leur fourberie, ont envoyé une bombe à stase sur les White Scars, et donc les White Scars n'ont pas pu aller découvrir ce qui s'est passé. Et quand la bombe à stase a fini, et bien du coup les White Scars sont arrivés et puis le canon était éteint, et puis ils ont trouvé aucune information. Tiens, bizarre. Alors après, on parle un petit peu ici des Space Wolves. Ça par contre c'est une nouveauté parce qu'on n'avait pas encore trop parlé avant. Donc il y a Lou Chrome Dragon Gaze, donc qui s'est occupé en fait simplement de faire s'écraser un croiseur à roquettes, donc j'imagine que c'est une sorte de grand vaisseau orc, le World Smasher, et du coup il l'a fait s'écraser vers les cités casse, pardon. Et puis du coup il a annihilé de ce fait une bonne partie des orques, et il est arrivé au conseil Vigilus en disant bon voilà, c'est moi que voilà, et ça n'a pas forcément bien plu à Marnus Calgar qui voulait lui encore une fois avoir une force coordonnée au sein de l'Imperium, mais voilà, les Space Wolves eux, ils sont moins dans la reconnaissance hiérarchique, et c'est vrai que Dragon Gaze a pas voulu forcément reconnaître l'autorité de Marnus Calgar, donc ils ont commencé à rentrer un petit peu en conflit, mais on a appris qu'il y avait justement une force d'orques qui apparaissait, et du coup hop là voilà, Dragon Gaze s'en va attaquer cette force d'orques, et puis ce qui libère voilà, grand soulagement de Marnus Calgar. Voilà. Comme quoi, même au sein de l'Imperium, c'est pas forcément facile de toujours se coordonner, hein. On l'a vu avec les Dark Angel et les White Scars, là on voit entre les Space Wolves et puis les Ultramarines, ça aurait été encore pire avec les Dark Angel, encore on imagine. Alors le fléau de Kaelak, c'est là où il y avait un petit peu encore d'eau à l'état solide, qui a été justement utilisé pour abreuver en fait un petit peu le peuple de Vigilus, et puis c'est là où il y avait bien sûr le portail warp qu'utilisaient les Drukhari pour venir prendre leurs esclaves et puis repartir à Comragg. Et bien cette zone-là a été attaquée aussi par les Thousand Sons. Et les Thousand Sons, eux, se sont bien sûr attaqués à tout ce qui était tout ce qui était dans cette zone-là, donc que ce soit les restes de l'Imperium ou les forces justement des Drukhari. Et on apprend que les Drukhari, ils avaient un petit peu de mal justement à lutter contre les Thousand Sons parce que c'est des toxines qu'ils utilisent, c'est des poisons, etc. Et bien sûr, une armure avec simplement quelques âmes à l'intérieur ou à peine, et du coup, elle va être complètement insensible à ce type d'attaque. Et donc, ce qu'ont décidé les Drukhari, c'est de remettre en marche le dispositif de terraformation qu'il y avait dans cette zone-là, et ce qui a congelé en fait l'ensemble quasiment de ce faux continent. Et puis là, par contre, les Thousand Sons ont été pris en fait dans la glace, voilà. Donc ce qui a permis aux Drukhari de fuir à travers les portails. Donc là aussi c'est pareil, il n'y a pas vraiment de gagnant. Les Drukhari ont réussi à s'enfuir, les Thousand Sons sont pris dans la glace. Donc au final, voilà, statu quo. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va être très difficile de pouvoir réutiliser en fait les ressources qu'il y a dans le fléau pour pouvoir à nouveau abreuver l'Imperium. Et on termine avec Neovelum, donc qui est la lune, hein, tout simplement, de Vigilus. Donc dans cette zone-là, il y avait un petit peu de culte, enfin un petit peu, il y avait du culte Stealer, tout simplement, mais sans qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Il a été plus ou moins éradiqué, mais là j'avoue que c'est pas très clair en fait. Il y a des purges Xeno qui ont été faites, mais j'imagine qu'il reste encore des traces. Hein, on ne peut jamais vraiment s'en débarrasser. Et puis là, on vous dit simplement que ça retourne un petit peu à la normale. Voilà, donc on peut dire que c'est au final la zone qui s'en sort un petit peu le mieux sur Vigilus. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une zone sur Vigilus, mais dans tous les lieux en fait de combat, c'est vraiment la zone qui va, on va dire, un peu mieux s'en sortir.
Et voilà qui met fin à cette vidéo, à cette campagne sur Vigilus. Alors, tout ce qui reste après, là, les forces guerrières, je suis pas sûr d'avoir le temps ni l'envie, en fait, de lire, parce que c'est vrai que j'ai d'autres projets, là, qui m'occupent un petit peu plus, et puis, je peux pas me consacrer à tout simplement. Je vous rappelle que je suis pas à plein temps sur la chaîne, je fais ça que le soir, vous voyez, là, il est tard. En fait, souvent, c'est ça, c'est qu'une fois que les enfants sont couchés, et bien, du coup, j'utilise un petit peu mon temps de sommeil pour vous faire les vidéos, pour lire les bouquins, etc. Donc voilà, donc je vais pas pouvoir répondre à toutes vos attentes, et puis c'est pour ça qu'il faut que je fasse des choix, tout simplement. Et bon, je pense que voilà, là on sait un petit peu tout ce qui s'est passé sur Vigilus. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à apprendre dans la suite, si ce n'est détailler un peu plus le caractère de chaque personnage, parce que j'imagine qu'on va reparler d'Abaddon un petit peu, de Marnus Calgar, mais si vraiment j'ai le temps, eh ben je lirai. Si vraiment je trouve que c'est intéressant, je vous en ferai une petite vidéo, mais il y a vraiment à mon avis d'autres choses à faire sur la chaîne, et comme le temps est pas extensible, je peux pas l'acheter. Voilà, je vais passer à autre chose sans doute. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et qu'on a appris des choses assez intéressantes. Alors après, la conclusion de cette campagne, pour moi, elle est un petit peu en demi-teinte, parce qu'il se passe quand même des grosses choses, genre on attaque le Vengeful Spirit, il est à moitié détruit, Abaddon s'enfuit avec, est-ce qu'il a réussi à le rattraper? On imagine que oui. Marnus Calgar est mort 3 fois, son âme est censée être aspirée par Draknien, mais malgré tout il survit, etc. La planète est censée être dévastée par les orques, mais au final il y a le culte Stealer, donc c'est encore pire, mais au final il y a le chaos qui est encore pire, mais malgré tout, voilà, les réseaux de Noctilith ont été détruits, mais en fait il en reste suffisamment assez, et on est dans ce qu'il y avait eu sur la première campagne de Cadia il y a de ça longtemps. On est sur une sorte de statu quo où au final la planète a été détruite et ravagée, mais elle est quand même debout, donc c'est comme si c'était rien passé, c'est une zone de guerre, et puis c'est comme d'habitude, voilà. Et je trouve ça un petit peu dommage, et moi ce qui m'avait vraiment plu dans tout ce qui était... tout ce qui a fait précéder la V8 avec justement la destruction de Cadia, c'était qu'on avance en fait. Et comme on m'a fait remarquer justement en commentaire, il se trouve que Vigilus en fait c'est juste la nouvelle Cadia, voilà, c'est... Autant avant c'était Cadia est tombé, maintenant c'est Vigilus, c'est un des points de passage pour aller de l'Imperium Sanctus à l'Imperium Nihilus, donc voilà, ça va être une zone de guerre en conflit éternel, on va l'imaginer. Donc voilà, je suis un petit peu resté sur ma faim, parce que j'aurais vraiment que ça aille plus loin, que des personnages décèdent, que l'histoire avance vraiment beaucoup plus, parce qu'au final, là il s'est passé quoi? Abaddon il est arrivé, il a foutu le Bronx, puis il est reparti, ouais voilà, il s'est pas passé grand chose de plus, si ce n'est que si un jour vous avez envie de jouer, alors après pour le jeu c'est vraiment super sympa, parce que vous avez toutes ces factions là qui peuvent trouver une trame narrative commune au sein d'une même bataille, donc voilà, pour vous ça c'est agréable. Après bien sûr pour le côté uniquement fluff, c'est un petit peu bateau, voilà. Et voilà qui clôt donc mes vidéos fluff sur Vigilus. Et puis, je vous le dis pas à chaque vidéo, mais bien sûr, pensez à liker les vidéos, parce que c'est ce qui permet de la faire ressortir. Et puis, une fois que la vidéo ressort, du coup, ça permet à d'autres personnes qui connaissent pas encore ma chaîne de découvrir en fait mon travail. Et puis, bien sûr, plus il y a de gens qui me connaissent, plus je suis content. Bien sûr, merci encore à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, parce que c'est vrai que même si c'est que 1 ou 2 euros par mois, moi, du coup, ça me fait quand même un petit budget financier qui me permet d'améliorer, d'avoir le nouveau setup que je vous ai mis en photo avec le trépied, le caméscope aussi, bien sûr, je l'aurais pas eu sans vous, le micro, bien évidemment. Et puis aussi, pour ceux qui n'ont pas les moyens, tout simplement, vous pouvez aussi m'aider via Utip. Vous étiez nombreux à me dire, tiens, tu devrais faire un Utip. Donc Utip, c'est quoi? C'est un petit peu comme Tipeee, donc ça me permet de financer les choses. Mais là, vous payez pas, en fait, tout simplement, vous allez regarder, en fait, des vidéos. Et la petite chose qui est assez amusante, c'est qu'on peut créer une ligne de vêtements. Et donc, du coup, comme ça prenait pas longtemps, j'ai créé une ligne de vêtements IGTV, tout simplement. Et comme je sais que vous êtes nombreux à être papa, et bien il y a aussi des body, et ouais, j'ai fait des body IGTV, donc allez sur Utip, et puis dans la section shopping, etc. Bon, je vous en reparlerai, j'essaierai de faire une petite vidéo dessus, histoire de vous dire, mais encore une fois, merci, parce que ces aides là, c'est vrai que c'est moi ce qui me motive, parce que la motivation, c'est vraiment le cœur en fait de la chaîne, et puis quand il y a quelqu'un qui est prêt à me donner un petit peu de sous, ouais, ça veut dire que vraiment la personne, j'ai réussi à la toucher, et du coup ça me touche aussi. Il n'y a pas que le côté financier, mais je me suis dit, cette personne elle a vraiment fait toute une démarche de s'inscrire, de mettre son compte, etc., de me faire un petit versement. Ça veut dire que vraiment
elle aime ce que je fais et c'est la plus belle motivation bien sûr. Donc et puis dernière grosse motivation, c'est le Iggy Summer Day numéro 2 qui aura lieu le 15 septembre. Donc bien sûr je vous en reparlerai, mais je compte vraiment sur vous pour être nombreux, venir me voir. Alors je pense que bien sûr il va falloir que je fasse la vidéo débrief du premier, et dès que ce sera fait, comme ça après je pourrai lancer, alors je sais pas s'il y aura un système d'inscription ou quoi que ce soit, mais en tout cas je vous en reparlerai. Voilà, mais ayez en tête, notez-le dans vos tablettes, le 15 septembre à Tours, dans le 37, Iggy TV Summer Day numéro 2. Voilà, merci à vous et à bientôt.